Écrivain, journaliste, historien, Philippe Delorme nous raconte 125 mystères en séparant le vrai du faux. Et on va le voir, de la préhistoire à nos jours, la chronique de l'humanité abonde en histoire, énigmes, légendes et canulars. Philippe Delorme, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour présenter cet ouvrage, Le vrai docteur Frankenstein et autres secrets de l'histoire. C'est aux éditions du Cerf et c'est en vente dès maintenant sur le site tvl.fr à la rubrique boutique. 125 mystères, vous vous faites un véritable enquêteur de l'histoire maintenant. Ah, vous savez, j'en ai beaucoup d'autres d'ailleurs dans mes cartons. Il y a plusieurs livres qui sont parus déjà précédemment, puisque en fait, je tiens une chronique mystérieuse, entre guillemets, à valeurs actuelles depuis maintenant 7 ans. Donc, chronique hebdomadaire, donc vous pouvez calculer le nombre d'énigmes que cela fait, plus d'autres que je publie dans Point de Vue ou dans d'autres magazines. Donc effectivement, je suis un historien au sens grec du terme, puisque Hérodote avait inventé ce mot histoire qui veut dire enquête en fait. Hein. Un historien, c'est un enquêteur, une espèce de policier du passé. Donc voilà, là j'ai essayé de mener un certain nombre d'enquêtes très courtes, qui peuvent se lire facilement, je pense, et qui nous entraînent à travers les temps et les continents. Voilà, c'est fait pour l'été. Voilà. Dans la succession de récits enlevés, il y a une alternance entre le tragique et le comique. Et parce que on fait aujourd'hui la promotion du phénomène transgenre, on se l'imposer aussi. On va s'intéresser donc à une première question que je vous pose crûment. L'Académie française a-t-elle élu un travesti ? Alors, pas un transgenre, en tout cas, elle n'était pas transsexuel, mais enfin, on raconte effectivement que l'abbé de Choisy, donc qui vivait à l'époque de Louis XIV, aurait été dans sa jeunesse. Sa mère, en tout cas, aimait l'habiller en fille, parce qu'il avait été élevé en partie avec Philippe d'Orléans, vous savez, le frère de Louis XIV. On raconte bien que Mazarin s'était évertué à ce que Philippe d'Orléans soit un peu efféminé, afin de ne pas faire trop d'ombre à son frère aîné. Et donc, cet abbé de Choisy, aurait eu cette... alors, quelle est la part d'histoire et la part de racontard dans cette affaire? C'est surtout des pamphlets de l'époque qui amplifient un petit peu ce côté travesti de l'abbé Choisy, mais bon, c'est assez probable qu'il ait eu une certaine tendance à aimer les rubans. Vous savez, à l'époque de Louis XIV, c'était beaucoup d'hommes portaient des rubans. Quand on voit Louis XIV, on se dit que ça ressemble parfois un peu à une drag queen d'aujourd'hui, avec la perruque et les rubans. Donc, en dehors de ça, cet abbé de Choisy était un homme très sérieux, donc puisqu'il a été élu à l'Académie française, mais il a été aussi ambassadeur. Enfin, il a fait partie de l'ambassade qui avait été envoyée au Siam, en actuelle Thaïlande. Donc, il avait beaucoup voyagé et donc c'est un personnage du grand siècle un homme, un galant homme de cette époque, avec toutes les interrogations qu'on peut avoir sur un certain nombre d'éléments de sa biographie. Son siège est occupé aujourd'hui par Éric Orsena, c'est ça? Voilà, c'est vrai que... il y a toute une filiation, vous savez, avec le siège de l'Académie française, on pourrait s'amuser, je ne sais pas si ça a déjà été fait d'ailleurs, à faire l'histoire des différents sièges, et parfois c'est assez amusant. Et pour rester dans la thématique, Jeanne Barret a endossé, elle, l'habit masculin, mais pas pour les mêmes raisons que Christine and the Queens, alias Redcar. Oui, alors je crois que c'est une chanteuse qu'il faut appeler chanteur maintenant, parce que ça ne lui fait pas plaisir qu'on le... Voilà, enfin bon, peu importe. Non, en tout cas, cette demoiselle Barret, donc, qui était une dame, enfin sans conteste, mais qui, pour pouvoir embarquer à bord d'un navire de Sa Majesté, donc pour faire le tour du monde de Bougainville, parce qu'elle était la servante et aussi la maîtresse d'ailleurs du botaniste Commerson, et donc lui n'a pas voulu se séparer de sa bonne amie pour faire ce tour du monde avec Bougainville, et donc il lui a enjoint de prendre l'habit de matelot, donc elle s'est déguisée en marin. Ils sortaient pas beaucoup de leur cabine d'ailleurs dans la première partie du voyage, parce qu'ils avaient le mal de mer, ce qui a permis d'éviter qu'on la découvre très rapidement. Mais finalement, le pot-aux roses a été découvert du côté de Tahiti, où les indigènes de Tahiti se sont rendus compte quand même qu'il y avait quelque chose de bizarre dans ce marin, et qu'il était peut-être un peu plus une femme qu'un homme. Donc le pot-aux roses a été découvert à ce moment-là. Puis finalement,
finalement, les choses se sont arrangées. Elle s'est installée au retour du voyage à l'île Maurice, et puis elle est revenue en France ensuite. Et là, Louis XVI lui a d'ailleurs même versé une pension pour honorer en quelque sorte cette première femme qui avait fait le tour du monde. Donc finalement, les choses se sont bien passées. Mais c'est vrai qu'à l'époque, une femme sur un bateau, sur un navire, était considérée comme portant malheur. Et donc, c'était même tout à fait interdit à une femme de rester plus de quelques heures sur le navire avant son départ, au risque de... Bon, on peut comprendre aussi avec la promiscuité, etc., les difficultés que ça aurait pu poser. Mais en tout cas, voilà, ça a été la première femme à faire le tour du monde, en partie sous un habit masculin. Et qui reçoit 200 livres annuels de la part de Louis XVI, décidément. Qui était un roi tout à fait éclairé, si on peut dire, puisqu'il n'avait pas été choqué par le fait que cette femme... finalement, avait trouvé un subterfuge pour naviguer. Peut-être trop éclairé, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Allez, sans transition aucune, vous avez retrouvé le lieu et la date à laquelle a été exécutée une sorcière. Dans nos contrées européennes, vous avez une date, 1782. Oui, alors ça se passe pas très loin puisque c'était en Suisse, dans le canton de Zurich, et donc c'était une certaine Anna Gödlin qui a été accusée d'avoir envoûté ou empoisonné un enfant, qui régurgitait des aiguilles, donc on lui a accusé d'avoir soit lui a fait ingurgiter ses aiguilles, soit de l'avoir envoûtée d'une manière ou d'une autre, et donc elle a été condamnée à mort à être brûlée, non pas vraiment pour être en tant que sorcière, parce que le délit n'était déjà plus tout à fait considéré comme recevable par la justice helvétique à l'époque, mais en tout cas il y avait tout autour cette idée qu'elle avait pratiqué la magie et qu'elle avait nuit à cet enfant par des pratiques magiques, et donc voilà, on peut dire que c'est la dernière sorcière qui a été brûlée en Europe. D'ailleurs, il y a un musée qui lui est consacré actuellement, qui explique toute cette histoire. Voilà. Aujourd'hui, les sorcières sont libres, on ne les persécute plus. Elles peuvent siéger à gauche à l'Assemblée. Oui, il y en a un certain nombre qui pourraient, effectivement, qui crachent encore des flammes, mais ça, c'est autre chose. Il y a dans votre ouvrage des informations terribles. Ainsi, Walt Disney a-t-il vraiment été congelé après sa mort? Et ça, c'est quelque chose qui m'a passionné, parce que ça me passionne, la cryonie ou la cryogénisation. Oui. Oui, alors en plus, il est mort, je sais plus, je crois que c'est en 66, me semble-t-il. Donc à l'époque, cette technique était tout à fait rudimentaire, donc c'est assez peu probable. Bon, c'est un certain nombre d'articles dans la presse à scandale américaine qui ont raconté cette histoire après sa mort. On raconte même que le frigo, en quelque sorte, dans lequel il était enfermé, serait sous l'attraction du Pirate des Caraïbes à Disneyland. Donc vous voyez, il y a toute une mythologie autour de ça. En fait, la famille de Walt Disney a toujours démenti formellement la chose. Ce qui s'est passé, c'est que ces obsèques ont été assez familiales, assez intimes. Il a été, non pas justement cryogénisé, mais incinéré, ce qui est un peu le contraire, si l'on peut dire. Et donc, la famille confirme que ses cendres sont dans le mausolée familial. Absolument. Mais c'est ce qu'on appelle une légende urbaine, qui revient régulièrement. Aussi parce que on se souvient que quand même Walt Disney était à la pointe de tous les progrès, un petit peu de les fusées, tout ça. Il avait fait un parc qui s'appelait Epcot Center, je crois, où il y avait toutes ces nouvelles technologies. Donc c'est un petit peu ça qui explique cette légende. Donc pas de Walt Disney on Ice. Non, c'est dommage. C'est dommage peut-être pas pour lui, parce que s'il revenait et s'il ressuscitait aujourd'hui, il découvrirait son empire, il serait peut-être un peu surpris. Ah oui, parce que c'était pas tout à fait les idées qu'il professait. C'est un homme extrêmement conservateur. Je crois qu'il a obligé d'ailleurs à tous ses collaborateurs, qui étaient tous des hommes, à porter une moustache. Les femmes étaient bien sûr dans les bureaux subalternes. Mais évidemment, tout ce qui est actuellement transgenre, wokisme et autres, à mon avis, ça lui semblerait tout à fait insupportable. Donc il retournerait immédiatement dans son congélateur
Très rapidement, je pense. Ou il reprendrait ses activités pour regagner enfin de l'argent, parce que... Oui, il relancerait une autre société, c'est possible. Poursuivons nos enquêtes. Elle nous emmène sur des sentiers peu empruntés. Ainsi, tout le monde connaît le Bitcoin, la célèbre crypto-monnaie. Pourtant, son inventeur, lui, n'a jamais voulu sortir de l'ombre. Et pourquoi cela ? Non, alors tout ça est assez mystérieux, effectivement. Donc c'est une monnaie en ligne, donc sur Internet, et donc elle a été fondée au départ. Alors, moi, j'y connais absolument rien, donc je parle par le oui-dire, en tout cas par quelqu'un qui s'est présenté comme étant japonais, un certain monsieur Nakamoto, qui c'est probablement un pseudonyme. Et qui a lancé en fait des chaînes de fabrication de cette monnaie. Enfin bon, il y a tout un système assez complexe qui s'est mis en place. En tout cas, c'est lui qui est à la base de cette création, qui a lancé le logiciel, si on peut dire, qui a créé ça. Alors au début, ça ne coûtait rien du tout. Le Bitcoin, j'ai vu d'ailleurs récemment une anecdote, un des fondateurs s'achetait des pizzas avec des bitcoins, et donc les pizzas vaudraient aujourd'hui plusieurs millions, voire plusieurs milliards de dollars, parce qu'en fait cette monnaie elle a explosé de rien à aujourd'hui, je sais plus combien, 40 000 ou quelque chose de dollars le bitcoin, enfin quelque chose d'absolument ahurissant, mais monsieur Nakamoto, qui a disparu au bout de quelques années en disant je laisse les choses continuer toutes seules, on ne sait toujours pas de qui s'agit-il. Alors il y a des recoupements qui disent que ce serait quelqu'un qui vivrait plutôt sur la côte est des États-Unis, qui serait anglophone et non pas japonais, et un anglophone plutôt britannique, donc peut-être dans des îles des Caraïbes, enfin je sais pas, enfin tout ça reste très 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 nébuleux. En tout cas, il aurait en tant que fondateur engrangé au départ quelques milliers ou quelques millions de bitcoins qui aujourd'hui vaudrait, le PIB d'un petit pays d'Amérique du Sud. Et donc, bien sûr, c'est de l'argent un peu virtuel, parce que s'il le mettait sur le marché, ça ferait effondrer immédiatement la machine. Allez, on va revenir aux espèces sonnantes et trébuchantes, on ne sera plus à l'aise. Attachons-nous au fameux trésor des Templiers, alors qui a enflammé depuis des siècles les imaginations et la littérature. Alors ce fameux trésor, vous l'avez retrouvé, il est à Gisors. On ne sait pas où il est, mais il y est. Vous me dites qu'il est à Gisors dans l'Eure. Alors j'étais regardé, Gisors c'est 70 km de Paris. Oui, il y a un train de gare de Saint-Lazare, on y est en 3 quarts d'heure. J'allais vous proposer d'aller vérifier si cette ville dominée par sa forteresse a bien ce trésor qui était introuvable et que vous avez trouvé. Alors déjà, on n'a plus le droit de faire de fouilles parce que les gens ont tellement fouillé que cette fameuse forteresse médiévale était prête à s'effondrer. Et donc les dernières fouilles officielles ont été diligentées dans les années 60 par André Malraux, qui à l'époque était ministre de la Culture. Et puis on n'a rien trouvé. J'ai honte d'enlever vos dernières illusions. Vous auriez pu renflouer peut-être TV Liberté. C'est le moment. Mais non, en fait, tout vient d'un personnage qui s'appelait Gérard de Sède, qui était un écrivain et journaliste un peu féru d'ésotérisme et de choses un petit peu mystérieuses et fantastiques comme cela, qui avait recueilli les confidences d'un ancien jardinier donc de Gisors, qui prétendait, lui, pendant la guerre, avoir fait des fouilles et avoir découvert une espèce de salle souterraine dans laquelle il y aurait eu des sarcophages remplis de barils d'or, etc. Sauf qu'effectivement, on a fouillé en long et en large et personne ne les a trouvés. Alors ça aurait été, selon De Sèze, ce trésor aurait été celui que Jacques de Molay, donc le dernier grand maître des Templiers, avant d'être brûlé à Paris, aurait caché donc aux alentours de Paris, donc dans cette forteresse de Gisors. Mais hélas, Gisors étant une ville ancienne, on a quand même fait quelques petites découvertes aux alentours dans des maisons, d'anciennes maisons, etc. Quelques petits trésors monétaires, mais enfin jamais des sommes extraordinaires. Mais alors ce trésor des Templiers, il faut le ranger dans la case roman pour l'écrivain ou dans la cage
passé pour l'historien. Non, je pense que c'est plus un roman dans la mesure où déjà les Templiers, l'argent, ils étaient devenus des banquiers, hein, effectivement, banquiers du roi en particulier, donc ils avaient effectivement certaines sommes qui étaient à leur disposition. D'abord, Philippe le Bel, lorsqu'il les a fait arrêter, en a pris une partie pour lui, et puis lorsque le Saint-Siège a accepté la fin de l'ordre des Templiers, leurs biens, leurs commanderies, etc., ont été distribués à d'autres ordres, en particulier l'ordre de Malte, hein, qui existe toujours aujourd'hui, donc qui a été l'héritier des Templiers en grande partie. Et puis, par exemple, en Espagne, où il n'y avait pas eu les mêmes rigueurs qu'en France ou au Portugal, on a créé d'autres ordres, comme l'ordre de Calatrava, etc., qui ont été aussi les héritiers des Templiers locaux. Donc, cet argent, il a été redistribué, je dirais, à ce moment-là. Il n'y a pas eu il peut y avoir eu à tel ou tel endroit un baril d'or caché qu'on retrouvera un jour, mais disons, il n'y a pas un immense trésor, je pense, à redécouvrir. Donc si je vous propose de partir à 150 km de Paris, à Arville, où il y a une des dernières commanderies des Templiers, vous me dites que c'est pas nécessaire, qu'il n'y a rien à fouiller. Je pense que ça a déjà été fouillé, en tout cas, et non, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à attendre de ce côté-là. Alors on va quitter l'argent, l'argent pour aller... encore que un héros imaginaire, un héros flamboyant de l'imaginaire médiéval, c'est Robin des Bois. Il a réellement existé. Alors Robin des Bois, encore quelqu'un qui pourrait vous aider, qui pourrait prendre de l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. Sur les 125. Oui, je vois que vous cherchez ceux qui vous intéressent. Non, alors il a existé, disons que c'est comme tous ces héros un peu mythiques, c'est plusieurs personnages. Hein, c'est-à-dire que donc dans le folklore anglais du Moyen Âge, il y a ce personnage un peu romanesque d'un voleur caché dans les forêts. Alors donc ça peut être la forêt de Sherwood ou une forêt à côté, hein, donc dans le centre de l'Angleterre. Et donc il y a plusieurs des ballades, des chansons de gestes, etc. où on raconte les exploits. Bon, c'est un petit peu comme les romans de renard, hein, en France. Enfin c'est un personnage un peu mythique, mais qui repose probablement sur de véritables bandits, enfin, ou en tout cas, aux voleurs qui ont pu exister. D'ailleurs, le mot de Robin, le prénom de Robin est extrêmement, c'est le diminutif de Robert. C'était très très courant, donc ça n'est pas. Alors évidemment, après, cette légende va prendre du corps à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, surtout au XIXe siècle, hein, où avec le romantisme, ça va devenir vraiment ce personnage qu'on connaît aujourd'hui et qui a été illustré par le cinéma, hein, avec Errol Flynn en particulier, hein, donc ce personnage qui serait un noble, probablement saxon, fidèle au roi Richard Cœur de Lion, parti au moment des croisades et donc qui se serait battu contre l'infâme prince Jean Santerre, donc le futur roi Jean Santerre qui était régent du royaume pendant ce temps-là, et l'infâme surtout du shérif de Nottingham. Donc donc c'est devenu un noble défenseur des pauvres, défenseur de la justice face à l'arbitraire royal. Bon, tout ça, c'est une histoire complètement inventée. Ça, c'est le Robin des Bois de Walt Disney, pour de Walt Disney aussi. Vivant, je ne sais plus. Hein, mais c'est aussi, est-ce que c'est aussi quand même quelqu'un qui va être récupéré, entre guillemets, politiquement, parce que les marxistes vont exalter ce côté défenseur des prolétaires. Bien sûr, il est multiforme. Hein, on peut en faire, effectivement. Il a été, à un certain moment, le représentant de la résistance saxonne face aux Anglo-Normands, hein, aux Normands qui avaient envahi l'Angleterre. Il a été présenté comme le loyal, le seigneur loyal, donc favorable au vrai roi Richard Cœur de Lion contre l'usurpateur. Effectivement, ensuite, il a pu être mis à la sauce marxiste comme défenseur des pauvres et de la veuve et de l'orphelin. Voilà, donc effectivement, c'est un personnage sur lequel on peut projeter des tas de... plus récemment encore, il y a eu différents films où on le présentait encore autrement. Enfin voilà, c'est un personnage qui peut être repris, comme tous ces personnages légendaires, qui peut être réactualisé à chaque époque. Vous vous hasardez à évoquer un autre personnage qui a bien existé, là, Jacques l'Éventreur. Oui. Mais on ne sait pas qui c'est. Voilà, j'ai l'impression quand même qu'il a été démasqué par la science aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mystère, Philippe Delorme. Alors, c'est 125 de mystère, voilà. -1 quand même. Cette fois-ci, on sait qui c'est. Non, pas vraiment. Votre Jacques s'appelait Aaron.
Oui, mais c'est pas absolument certain parce qu'en fait, il y a une analyse ADN, effectivement, faite de manière quand même un petit peu aléatoire sur un châle sur lequel il y aurait eu des restes, voilà, de semences, pour rester poli, de Jacques Léventreur, où on aurait analysé et on aurait fait la comparaison avec un des personnages qui d'ailleurs à l'époque avait été suspecté, qui était un boucher polonais, juif polonais, qui s'appelait Aaron Kominski, je crois, et qui effectivement, et c'est vrai qu'à l'époque on est donc dans cette East End de Londres, hein, donc un quartier très populaire où il y a beaucoup d'immigrés, en particulier d'Europe centrale, avec des juifs, etc. Donc je pense que soit les autorités ont pas voulu trop insister sur cette piste parce que ça aurait pu provoquer des pogroms. D'ailleurs, il y avait eu des inscriptions anti-juives, etc. à ce moment-là, hein, en se disant bah c'est un juif, donc on va massacrer tous les juifs qui sont responsables avec lui. Ou alors le contraire. C'est vrai qu'on l'a peut-être pointé du doigt parce qu'il était juif. Bon, c'est difficile à dire parce qu'effectivement les analyses ADN qui ont été faites. Bon, le désigne, mais pas de manière absolument probante. C'est quelqu'un qui était donc boucher, donc effectivement, ça correspond assez bien quand même au profil de quelqu'un qui aurait été capable de faire les atrocités que Jacques Léventreur a fait. Il a terminé en hôpital psychiatrique quelques années plus tard. Et c'est vrai que Jacques Léventreur a disparu de la circulation assez rapidement. Donc, bon, tout ça pourrait correspondre. C'est vrai que vous savez, les pistes sur Jacques Léventreur, on en a eu beaucoup, puisqu'on a même accusé un petit-fils de la reine Victoria d'avoir été le duc de Clarence, d'avoir été le Jacques Léventreur. Et puis on a vu que c'était pas possible à cause des dates, des assassinats, etc. Mais on a beaucoup. Ou alors un peintre aussi, ou alors un médecin de la reine. Le fameux film From Hell, hein, qui est assez beau, d'ailleurs, qu'un des plus beaux films, je pense, sur Jacques Léventreur, prétend que c'est un médecin de la reine qui aurait, voilà. Comment vous expliquez que finalement, même si c'est grave, il a tué 5 personnes, 5 femmes massacrées en quelques mois, en 3 mois de temps en 1888. Comment vous expliquez que ce serial killer, mais je sais qu'il y en a à profusion à travers la planète. Comment ceci est resté? Comment voilà, les affaires. Je pensais à l'affaire en France de Bruyant-Artois, vous voyez, qui est resté inscrite dans les. Il a su aussi gérer son image, si on peut dire, parce qu'il écrivait aux journaux lui-même. Il envoyait même des fragments parfois de ses victimes aux journaux. Donc c'est quelqu'un qui a su ménager le suspense. En plus, on ne l'a jamais découvert. Les crimes ont quand même été assez rapides, dans une période assez courte et quand même assez monstrueux, dans un quartier en plus assez glauque, où d'ailleurs les bourgeois allaient s'encanailler. On y allait visiter un petit peu ce quartier de Whitechapel, qui était le quartier à la fois des prostituées, enfin, etc. Donc c'était le côté, le Londres interlope, le Londres caché, en fait, qui apparaissait comme ça à travers. C'est un petit peu la face cachée de l'Angleterre victorienne qui ressort à travers Jacques Léventreur, et je pense que c'est à cause. Puis bon, ça, c'est vrai que comme on ne l'a pas découvert, c'est un peu comme l'histoire de Louis XVII. Pourquoi pour Louis XVII? Parce qu'on s'est amusé ensuite à écrire des tas de bouquins en disant, ben non, c'était lui, il s'est échappé, etc. Donc pour Jacques Léventreur, c'est pareil, des pistes innombrables, et donc ça a fait vendre beaucoup de papier encore jusqu'à aujourd'hui. Allez, on va finir cet entretien. On pourrait continuer. Moi, je suis toute la journée avec moi, malheureusement. C'est notre format de 26 minutes. On va se poser la question qui donne son titre d'ailleurs à l'ouvrage, qui est le vrai docteur Frankenstein, immortalisé au cinéma par James Whale en 1931, par Kenneth Branagh en 1984, mais aussi évidemment par Mel Brooks en Frankenstein Jr. Son personnage s'appelle Dr Frankenstein. Oui, et d'abord par Mary Shelley, donc, qui a écrit ce roman au début du 19e siècle. Et donc finalement Mary Shelley, donc, qui est dans cette mouvance pré-romantique, enfin voilà, un peu sombre, on aime bien les fantômes, les apparitions, etc. Donc s'imagine ce personnage, donc ce docteur qui aurait créé un monstre, parce que le monstre, ce n'est pas Frankenstein, c'est le monstre de Frankenstein. Frankenstein, c'est le médecin. C'est le médecin. Voilà. Et donc, ce monstre fait de morceaux de chair, de cadavres réanimés. Elle s'est inspirée de quelque chose dont on rêvait de faire déjà à l'époque, c'est-à-dire réanimer un cadavre. L'idée, c'est l'époque où on découvre l'électricité. Et donc, il y avait, le savant italien Galvani, qui a donné Galvani
organisé, hein, et avait un neveu qui s'appelait Aldini aussi, et tous deux faisaient des expériences pour réanimer, enfin on les réanimait pas vraiment, mais enfin faire bouger des cadavres en envoyant de l'électricité dans les muscles, donc le visage se déformait, les bras bougeaient, etc. Donc on a l'impression que le cadavre allait se lever. Donc c'est un petit peu ce genre d'expérience qui était faite à Londres, en Italie, en France, etc. Enfin qui faisait qui avait beaucoup de succès à l'époque. C'était presque un spectacle de cirque, hein, et donc c'est ça qui a inspiré Mary Shelley au départ. Mais le nom lui-même de Frankenstein, je pense qu'elle l'a trouvé dans un conte qui a été publié pendant la Révolution par un auteur assez obscur et qui racontait donc l'histoire d'un certain docteur Frankenstein qui aurait lui créé une sorte de statue animée qui était capable de jouer de la flûte. Donc peut-être que le nom vient de là, vient de ce conte d'un certain Nogaret, si je me souviens bien, voilà, qui est paru pendant la Révolution, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais en tout cas, elle a dû prendre ce nom, bon, qui sonne bien, effectivement. Hein, on se retrouve tout de suite dans les fin fond de l'Allemagne ou dans les Carpates, effectivement, dans un château un peu mystérieux. On mélange un peu Dracula et Frankenstein, comme vous disiez d'ailleurs à Femmelbrook, hein, où on a un personnage qui était tout à fait inquiétant. Le docteur Frankenstein. Allez, merci Philippe Delorme. Le vrai docteur Frankenstein, on le découvrira totalement. Vous savez que nous n'avons étudié qu'une dizaine de vos mystères. Il en reste donc 115 à lire dans cet ouvrage. Alors on peut en lire un ou deux avant de dormir, si on arrive à dormir ensuite, parce que certains peuvent être un peu angoissantes, mais enfin beaucoup sont amusantes aussi. Et donc, il faut éviter voilà. Jacques Léventreur avant de se coucher. Merci Philippe Delorme, bon été à vous. Merci beaucoup. Sans plus tarder, au nom de toutes les équipes de TVL, un formidable merci. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas totalement bouclé notre budget, mais le plus dur est dorénavant derrière nous. Cependant, au cours de ce mois, nous avons pris toute une série de mesures visant à une plus stricte maîtrise des dépenses. Se serrer la ceinture sans toucher à l'essentiel, le développement des programmes de TV Liberté et la politique d'investissement dans cet outil devenu, et c'est un exemple parmi d'autres, une formidable école de journalisme professionnel en action. Ceci étant dit, votre mobilisation est remarquable. D'autant plus que la situation économique des Français se dégrade encore. Nous payons. Retraite, nous payons. Conflit en Ukraine, nous payons. Émeutes barbares, nous payons. J'arrête là la trop longue liste. Je profite aussi de ces remerciements pour répondre rapidement à une question qui revient souvent. Pourquoi faire ces appels aux dons qui peuvent lasser certains téléspectateurs et qui donnent aussi des sueurs froides aux journalistes et techniciens de TVL dans l'attente des résultats? La réponse, elle est toute simple. Le financement participatif est le gage de notre indépendance. Le don direct de nos téléspectateurs nous protège des banques et des lobbies, d'un propriétaire milliardaire qui fait pression sur les rédactions, on en connaît, de l'argent de l'État qui sert à sauvegarder les intérêts de l'extrême centre et imposer l'idéologie de l'extrême gauche, ces deux-là s'entendent comme larrons en foire. Nos campagnes de dons permettent aussi de proposer les programmes de TVL gratuitement et sans passer sous les fourches codines des annonceurs et de leur publicité woke. Le don des téléspectateurs constitue donc un système vertueux qui garantit la liberté. C'est ce système qui permet à TVL de devenir votre chaîne généraliste de proximité, menant un travail, un engagement de service public contre les mensonges politiques et les hystéries de la caste médiatique. TVL prouve chaque jour que le combat contre ces entités n'est pas une mission impossible. Merci à vous. À notre communauté de donateurs que je vous invite évidemment à rejoindre. Bon été sur TV Liberté.